Je souhaite d'abord remercier l'Académie et Karen Chemla et Étienne Gis qui m'ont invité à parler de ce sujet que j'aime particulièrement, qui est la géométrie intégrale. Et ce que je souhaite vous montrer, la plus grande partie de l'exposé, concernera cette géométrie intégrale et pourquoi les deux résultats de Buffon, en particulier le deuxième concernant l'aiguille, sont le point de départ d'une théorie qui n'a jamais été une théorie dominante des mathématiques, mais qui est encore vivante aujourd'hui. Avant de parler de la géométrie intégrale, je souhaiterais expliquer ce titre, parce que trouver de la géométrie intégrale des mathématiques dans un traité d'arithmétique morale est un petit peu surprenant. Essai d'arithmétique morale. Pourquoi l'arithmétique est-elle morale? De fait, il s'agit de probabilité. En effet, Buffon se dépêche d'annoncer qu'il ne va pas s'intéresser à la morale au sens où on l'entend aujourd'hui. Par contre, ce qui l'intéresse, ce sont les probabilités. Probabilité au sens mathématique, mais aussi au sens humain. La valeur réelle de nos craintes et de nos espérances. Alors là, il y a une ambiguïté parce que espérance, en mathématiques, c'est quelque chose de tout à fait clair. Je dois aller un petit peu en avant. L'espérance, c'est simplement la mesure de la probabilité multipliée par la somme qui est espérée. Alors, c'est un Mac et il y a des choses qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon, excusez-moi. Mais avant d'en arriver à l'espérance, Buffon parle de vérité, disant, bon, qu'est-ce que c'est qu'une vérité? On commence par une vérité de la géométrie, on pourrait dire mathématique ou logique, puis physique. Physique, c'est pas tout à fait la même chose, et Buffon va nous présenter un calcul que j'ai trouvé, que vous trouverez peut-être amusant. Exemple de vérité physique, demain le soleil va se lever. Ah, je suis un peu loin du micro, j'ai trop l'habitude de bouger, excusez-moi. Et comment calculer cette probabilité? Supposons un individu qui a vu le soleil se lever une fois. Quel est le pari qu'il peut faire pour le lendemain? Là, implicitement, Buffon parie une chance sur deux que le soleil se lève. Bien sûr, notre expérience est plus longue qu'un jour, et même l'expérience de l'humanité, en prenant une durée estimée de façon aujourd'hui très pessimiste, disons 10 000 ans, donne une probabilité pour que le soleil se lève demain, qui va être 1/2 à la puissance le nombre de jours en 10 000 ans. Et c'est ce que fait Buffon avec un calcul précis
en disant bon, bah, c'est un nombre tellement énorme qu'on peut dire que le Soleil va se lever demain. Voilà pour la certitude physique. Et de fait, il va donner un seuil de probabilité qu'il considérera ensuite comme négligeable, qui est en fait beaucoup plus petit, qui est tout simplement 1 sur 10 000. Alors je crois que Borel, dans son introduction à la théorie des probabilités, prend une marge un peu plus grande, en prenant 1 sur 100 000. Mais cette idée de dire que quelque chose de très peu probable pour notre ressenti, on peut négliger cet événement, a un sens. Je ne dis pas qu'il faut le faire toujours, mais ça a un sens. Revenons-en à l'espérance mathématique. Je vous ai laissé le temps de lire la définition. Et maintenant, l'espérance morale. Et ce qui est immoral, c'est le jeu. Pourquoi le jeu est immoral? Et pourquoi le contrat que deux joueurs passent entre eux est finalement désavantageux pour les deux? Voilà ce que nous explique Buffon. Avec 2 exemples, le propos sera, je crois, clair. 2 hommes de fortune égale, par exemple 100 000 livres chacun, et supposons qu'ils jouent sur un coup de pile ou face, ou d'une façon plus graduelle, 50 000 livres, que se passe-t-il? Celui qui perd n'en a plus que 50, celui qui gagne en a 150. Et en proportion, c'est clair que le résultat n'est pas du tout le même. Et celui qui a perdu se trouve avec la moitié de ce qu'il avait au départ, et celui qui a gagné, simplement 1 fois et demie. Un autre exemple, encore plus net. Un coup de dé, toute la fortune. Celui qui perd est ruiné. Celui qui gagne double sa fortune. En la supposant confortable, ça ne va pas changer son mode de vie. Par contre, celui qui est ruiné, le travail de toute sa vie ne suffira peut-être pas pour regagner son bien. Le jeu est donc défavorable du point de vue moral pour les participants. J'en viens maintenant à mon propos. Que fait la géométrie dans, je ne devrais pas dire théorie des jeux, puisque maintenant c'est quelque chose de précis, mais dans le jeu et des calculs de probabilité liés au jeu. Et Buffon remarque que, effectivement, habituellement, les calculs de probabilité reposent sur des exemples discrets, c'est-à-dire un jet de dés, résultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeu de cartes. Mais à chaque fois, chaque événement a une probabilité non nulle. Maintenant, comment faire des probabilités avec du continu? Comment utiliser la géométrie? Donc il faut trouver des jeux qui roulent, c'est le cas de le dire, sur l'étendue. On pourrait commencer à penser à la longueur, mais Buffon a pensé à l'étendue, et sur des rapports de surface. Pour ça, commençons par le jeu de Franck-Caro, qui est celui pour lequel le calcul est le plus facile. Franck-Caro vous avez un carrelage
Alors, je vais mettre des bornes parce que sinon, la pièce risque de se sauver. Et ça ne suffira peut-être pas, mais ça peut limiter les risques de terminer la conférence à quatre pattes. Franc carreau, eh bien, un franc carreau, la pièce est franchement dans un carreau. Et si elle coupe une des bordures, une des rainures, ben, le carreau n'est pas franc. Maintenant, vous pouvez parier en lançant une pièce sur le fait d'obtenir un franc carreau ou pas. Et vous voyez que j'ai apporté 2 pièces. Et je vous dirai ensuite laquelle est adaptée à mon carrelage. Parce que Buffon a fait un calcul. Dans le traité d'arithmétique morale, il n'y a pas de compte-rendu d'expérience, il y a des calculs mathématiques, des preuves. Alors commençons déjà par essayer de voir. Alors il faut que je m'adapte et que je ne regarde pas aucun écran. Je n'avais pas prévu les écrans. Donc il faut que je ferme les yeux. Ah, franc carreau. Non. Quelqu'un compte les carreaux, les francs carreaux? Raté. Raté. Bon, on ne compte pas. Toujours raté. Pourtant, on a l'impression que la pièce peut facilement être dans un carreau. Je recommence avec une pièce plus petite, 10 centimes. Oui, peut-être. Ah. Mais je vois l'écran, c'est ça qui fait un biais. Ah, alors peut-être il faut que je ferme les yeux. Ah. Bon. Là, j'ai calculé, enfin plutôt Buffon a calculé, la taille de l'arête pour que le jeu soit équilibré, c'est-à-dire qu'il y ait autant de chances d'obtenir un franc carreau que de tomber à côté. Et le calcul est ici. La pièce fait 2 cm de diamètre, donc 1 cm de rayon, et j'ai tracé des bandes de largeur 1 cm à partir du bord du carré. Et pour que le carreau soit franc, il suffit que le centre de la pièce soit dans le carré noir. Autrement dit, la probabilité est le rapport de l'aire du carré noir sur l'aire totale. Et ça, c'est un calcul élémentaire. Je ne sais pas si on fait ça encore au CM2, les aires de carré. Bon, enfin bref, il faut regarder A carré divisé par A moins D, puisqu'il y a 2 côtés au carré, et puis calculer la valeur de A en fonction de la valeur de D, de façon à obtenir comme résultat un demi. Et évidemment, comme il y a une formule et que je ne voulais pas donner une formule fausse, voilà le calcul A sur D égale 1 sur 1 moins racine de 2. Et les carreaux que j'ai dessinés sont adaptés à la pièce de 10 centimes et pas à la grande pièce que j'ai utilisée au début. Voilà un premier exemple de probabilité qui repose sur des calculs d'air.
Alors, ce n'est pas le résultat qui va être celui qui va engendrer la géométrie intégrale. Le résultat dont je vais vous parler maintenant, c'est ce que l'on appelle peut-être improprement l'expérience de l'aiguille, puisque, en tout cas, dans le traité d'arithmétique morale, je ne sais pas ce qu'il en est des versions antérieures, Buffon se contente de donner une démonstration mathématique. Une chambre, un parquet, et on jette une baguette, une aiguille. Je me contenterai d'allumettes, parce que sur fond noir, on les voit mieux que des aiguilles. Et peut-être le mieux est de commencer par l'expérience. Voilà un parquet. Et voilà des aiguilles. Il y a 20 allumettes. Et je vais jeter, alors plutôt, je pourrais jeter les allumettes une à une, en essayant de ne pas regarder. Et la question est toujours la même, estimer la probabilité que l'aiguille tombe complètement à l'intérieur d'une latte, ou l'inverse de cette probabilité, comme vous préférez. Ici, la largeur des lattes est choisie pour être exactement égale à la longueur de l'aiguille. Comptons le nombre d'aiguilles qui se trouvent à cheval, pour changer. 1, c'est-à-dire pas contenu complètement dans une latte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 ou 10, 9. Bon, 10. Il y en a 20 en tout. Donc là, on trouve moitié-moitié. Je ne prétends pas une précision énorme, hein, vu le petit nombre d'allumettes que je lance, et tous les biais de l'expérience, parce que dans ma main, les allumettes sont loin d'avoir toutes les directions possibles avec la même probabilité. La façon dont je les laisse tomber en essayant de fermer les yeux et de voir aucun écran est un autre biais. Donc, il ne faut pas espérer une précision folle. Un peu groupé, tant pis. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être 11, 12. 12 divisé par 20, ça fait 0,6, si je calcule bien. Bon, peut-être un troisième essai, et puis ensuite, nous passerons aux mathématiques. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. Le résultat attendu est 2 sur pi, soit à peu près 0,64. C'était pas si mal. Maintenant, voyons pourquoi. Et Buffon ne reste
ne se borne pas à regarder des aiguilles dont la longueur est exactement la largeur d'une latte, mais aussi calcule ce qu'il faut pour obtenir un jeu équilibré. Et toute la démonstration de Buffon, de fait, est contenue dans cette figure. Quelles sont les variables pour le mathématicien, les variables pertinentes? Une aiguille, si vous la translatez horizontalement, ça ne va pas changer le fait qu'elle coupe ou qu'elle ne coupe pas une rainure. Donc ce qui est pertinent, ça va être une ordonnée d'un point choisi sur l'aiguille. Buffon choisit le milieu de l'aiguille. Dans le calcul que je vous montrerai, qui est essentiellement le même, je choisirai une extrémité, par exemple le bout phosphoré de l'allumette. Et puis, deuxième variable, l'angle que fait l'aiguille, disons, avec l'horizontale, ce qui est expliqué sur la figure. Et Buffon calcule les intégrales qu'il faut pour trouver le résultat. Et maintenant, je vais vous montrer un autre texte, un manuscrit, qui va vous montrer pourquoi un cercle est caché derrière ce résultat. Quand vous voyez le nombre pi, vous vous doutez qu'il y a un cercle quelque part. Et ce que je vous montre, c'est une lettre écrite par Paul Langevin à Isabelle Chavannes, qui à l'époque était une gamine de 13 ans, concernant le problème de l'aiguille. Donc là, vous voyez l'inverse, pi sur 2 au lieu de 2 sur pi. Et l'idée de Langevin va être de se dire, bon ben, je regarde ces aiguilles sur un parquet, j'imagine qu'il y a pas mal d'aiguilles, et je vais les réarranger en utilisant la règle que j'ai présentée au début, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire des translations horizontales, aussi des translations verticales, mais en sautant à chaque fois exactement de l'épaisseur d'une latte, et vous le faites de façon à réorganiser les aiguilles suivant un cercle. Alors là, je dois à Dennis Sullivan une remarque qui transforme cette idée de démonstration. D'ailleurs, Langevin ne prétend pas qu'il s'agisse de plus qu'une idée, en démonstration complète. Autrement dit, au lieu de jeter quelques centaines d'aiguilles ou 50, nous allons en jeter beaucoup plus. Et procéder de la même façon, les réorganiser de façon à ce que chaque aiguille soit placée presque tangente au cercle, du fait que le cercle soit grand, le diamètre est grand par rapport à l'épaisseur d'une latte, ben ça peut se faire, hein, l'angle peut être aussi petit que vous voudrez. Un parquet vu de très loin, il a l'air très fin. Et maintenant, on peut imaginer une densité d'aiguilles, c'est-à-dire sur chaque point du cercle. Au-dessus de chaque point du cercle, il y a grand N aiguilles, et estimer le nombre total d'aiguilles, la circonférence du cercle multiplié par grand N, et le nombre d'aiguilles qui coupent, il faut regarder soit à droite, soit à gauche, et on voit qu'on obtient 2 fois le diamètre multiplié par grand N aussi. Donc le grand N s'en va, et le rapport est 2 sur pi. Maintenant, la démonstration de Buffon. Elle est beaucoup plus pour piéton mathématicien tout de même.
en fonction de la position de l'aiguille, en fonction de x, position, disons, de la tête de l'aiguille, et θ, angle avec l'horizontale, vous pouvez décider si oui ou non elle va couper soit la latte, entre guillemets, du haut, soit celle du bas. Et les deux aires qui sont là représentent les cas favorables. Et ce que vous avez, c'est simplement à calculer l'aire sous un morceau de graphe de sinus x. Donc vous allez trouver 2, tandis que l'aire totale du rectangle vaut 2π. Même résultat que précédemment, heureusement. Des mathématiciens puristes trouveraient peut-être que j'exagère, parce que une aiguille, on ne sait pas sur quelle latte elle va tomber. Une pièce, on ne sait pas sur quel carreau elle va tomber. Est-ce grave? Pas du tout, puisque si on translate la pièce verticalement ou horizontalement du côté d'un carreau, ou si on translate l'aiguille, comme je l'ai expliqué, pour remettre, non pas comme je l'ai expliqué pour qu'elle soit tangente à un très grand cercle, mais au contraire pour qu'on se ramène toujours à la position de x dans le même intervalle, disons 0,1. Autrement dit, au lieu d'un rectangle, à chaque fois, il faudrait considérer un tore produit de deux cercles. Ce qui, en termes de calcul de surface, ne changerait absolument rien. Remarquons aussi que le dessin que j'ai fait est un dessin pas naturel, puisque vous ne voyez pas la surface en question. La surface utilise une partie de l'information de la position et puis l'angle. Donc il y a déjà une première abstraction. Maintenant, pourquoi j'avais envie de vous parler du son comme précurseur de la géométrie intégrale? Peut-être le premier résultat de géométrie intégrale est la formule que l'on voit souvent appelée formule de Crofton, parce que Cauchy, déjà en 1832, avait essentiellement obtenu ce résultat, mais nous verrons que la contribution de Crofton en 1868 est aussi importante. Le résultat est le suivant. La longueur d'une courbe, plus exactement 2 fois la longueur d'une courbe, est obtenue en comptant le nombre de points d'intersection de cette courbe avec, entre guillemets, toutes les droites affines. Il y a une difficulté qui ne sera vraiment résolue que par Crofton. Cauchy énonce le résultat un petit peu différemment. La longueur d'une courbe va être obtenue en projetant cette courbe sur une droite, qu'on peut supposer passer par l'origine, et en comptant non pas simplement la longueur de la projection, mais la longueur de la projection avec multiplicité, c'est-à-dire chaque fois qu'une droite perpendiculaire à une direction donnée coupe une courbe, on comptera 3 si la droite verticale coupe 3 fois, 1 si elle coupe une fois et 0 si elle ne coupe pas. Et on obtient une mesure qui dépend de la droite petit l, qui est intégrée sur la droite le nombre de points qui se projettent sur cette droite. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à faire une deuxième intégrale par rapport à l'angle,
et on obtient la formule de Cauchy. En intégrant entre moins pi sur 2 et pi sur 2 pour avoir toutes les directions de droite. Et la preuve de Cauchy consiste à démontrer le résultat pour un segment. Et puis ensuite, une courbe peut toujours s'approcher par un polygone et on recolle les morceaux. Passons à Crofton. Et je vais citer Crofton. Et toute la difficulté, et Crofton emploie un paragraphe pour raconter ce résultat, c'est expliquer qu'est-ce que ça veut dire choisir une droite au hasard, mettre une mesure sur l'ensemble des droites. At random, according to no law. Et il faut considérer un ensemble infini de droites et même un ensemble infini d'infini, puisque les droites, on peut les bouger parallèlement à elles-mêmes, et puis ensuite les tourner. Et il va falloir mettre une mesure là-dessus. Et cette mesure, eh bien, c'est celle que vous pensez, c'est-à-dire simplement mesurer les droites parallèles sur la perpendiculaire commune, et puis ensuite utiliser la mesure d'angle. Il faudra attendre encore les années 1910 pour que Poincaré justifie ce choix qui paraissait complètement évident pour Crofton, mais par contre, qu'il ne sera pas du tout pour des gens comme Bertrand, qui vont fabriquer un certain nombre de paradoxes qui tiennent sur le fait que le choix de la mesure n'est pas toujours si clair. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ou je m'arrête à cet endroit? Parfait. Merci. Merci beaucoup.